Très bien. Vraiment, c'est un grand plaisir de conclure cette double journée passionnante. J'espère que vous avez aimé la diversité des présentations et aussi l'effort qu'on a fait à la fois de faire des présentations techniques et aussi ouvertes au grand public, avec une table ronde sur un sujet qui nous passionne, qui est vraiment la créativité. La créativité en mathématiques, en musique et en informatique. Et donc c'est une table ronde un peu particulière, parce qu'en fait... Bon, elle n'est pas ronde. Elle n'est pas ronde d'abord. Donc on a 4 intervenants dans cette table ronde. Donc 2 mathématiciens et mathématiciennes, un informaticien et une neuroscientifique. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, un peu questionner cette notion de créativité depuis tous ces points de vue, à partir des mathématiques. Donc, la petite originalité de la table ronde, c'est qu'on va voir un petit exposé, un préambule, un préambule par Alan Kohn. Je pense que je dois pas les présenter, mais dans un mot, je dirais un mathématicien passionné d'improvisation musicale et qui cherche des liens profonds entre les mathématiques et la musique. Oui, absolument. Merci. Et donc, ça, c'est vraiment la petite définition que je propose. Voilà, merci. Oui, alors, donc, ce que je vais essayer d'expliquer, parce que, bon, j'ai réfléchi, si vous voulez, on dit musique, bon, musique, et on dit mathématiques. Alors, je dis, qu'est-ce qui est la chose la plus profonde en mathématiques? C'est les zéros de la fonction zeta de Riemann. Et qu'est-ce que c'est que la musique? Pour moi, d'abord, c'est la gamme musicale Qu'est-ce que c'est que la gamme musicale? C'est toutes les fréquences, 0 à l'infini. On n'a pas besoin de spécifier une échelle parce que la musique ne comprend que les rapports. Et qu'est-ce qui joue un rôle essentiel dans la gamme musicale? C'est le passage à l'octave, le passage tierce diminuée, etc. Donc c'est la multiplication par les entiers positifs. Ce que je veux expliquer en 3 minutes, c'est que cet objet-là implique celui-là, sans avoir à définir la fonction zeta de Riemann, comme par magie. Alors, comment cette magie s'opère? Elle s'opère à travers l'idée de Grothendieck des topos. C'est-à-dire que quand on a cette gamme musicale, on obtient un topos. Et ce topos, pourquoi on a besoin d'un topos? Parce que la topologie n'est pas suffisante pour faire le produit semi-direct d'un espace topologique par l'action d'un semi-groupe, d'un monoïde, comme N croix. Il faut la théorie des topos de Grothendieck pour pouvoir faire cela. Une fois qu'on a un topos, on peut prendre les points d'un topos. Et quand on calcule les points de ce topos, ce que j'appellerais c'est ce que j'appellerais le site musical, parce que en fait, il est donné un petit peu mieux qu'un topos, il est donné par un site de Grothendieck. Donc c'est le site musical. Quand on calcule les points de ce topos, on obtient le même espace qu'un espace que j'avais obtenu, que j'avais construit il y a 30 ans, et qui donne les zéros de la fonction zeta de Riemann,
Et cet espace, c'est un espace qui est l'espace des points du topos, mais qui est aussi un espace non commutatif. Je vais expliquer en 2 mots pour qu'est-ce que c'est. En fait, c'est l'espace des sous-groupes de la droite réelle qui sont de rang 1. C'est-à-dire, c'est des sous-groupes H contenus dans R et qui sont tels que 2 éléments de H sont commensurables. Alors, il y en a un tas. Et quand on regarde l'espace de tous ces sous-groupes, on obtient ce qu'on appelle un espace non commutatif parce que si on utilise Zermelo-Frankel, on peut démontrer que sa cardinalité est celle du continu, mais on peut aussi démontrer qu'il n'existe aucune injection constructible de cet espace dans les réels. Alors, donc j'avais construit cet espace-là, qu'on calcule, ça je l'ai calculé dans un article avec Katia Consani, et une fois qu'on a cet espace-là, c'est très simple. J'avais fait une note au compte-rendu en 1996 d'obtenir les zéros de la fonction zeta de Riemann. Ils apparaissent comme un spectre d'absorption en regardant l'action du groupe qui change d'échelle sur 0 plus l'infini. Donc on a une action du groupe R plus étoile qui change d'échelle. Et lorsqu'on regarde le spectre de cette action, on obtient des points du spectre quand les zéros de zeta sont sur la droite critique. Là, on obtient un vrai point du spectre dans le groupe dual qui est le groupe R. Et quand on prend, s'il arrivait qu'il y a un zéro en dehors, on obtiendrait ce que les physiciens appellent une résonance. Donc le message est clair, très simple, extrêmement simple. La seule donnée du siège de la musique suffit par elle-même pour pénétrer au plus profond des mathématiques. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Après ce préambule mathématique, voilà, je vous présente les autres intervenants. Donc, on va dans l'ordre. Donc, Olivia Caramello, qui est mathématicienne et aussi pianiste, et spécialiste justement de la théorie des topos. Et donc, en fait, la transition va être très naturelle, une belle transformation naturelle. Donc, nous avons Indre Viscontas, qui est neuroscientifique et également chanteuse lyrique, étudie la musicologie et dirige un laboratoire en fait, autour de la créativité, même l'association, si j'ai bien compris, internationale, donc présidente de l'association internationale sur la créativité. Donc je pense que le regard de la neuroscientifique à propos de tout ce qu'on va dire, à propos de la créativité, sera particulièrement apprécié. Et Gérard Assayag, que vous avez déjà vu, donc responsable de l'équipe représentation musicale. Donc ça, c'est les côtés co-créativité qu'on a essayé d'intégrer. Donc, équipe représentation musicale de l'IRCAM et porteur du projet REACH. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'est vraiment questionner à la fois la créativité, là on est mathématiques, musique et informatique, et dans l'informatique, cette composante co-créativité dont on a parlé, et voilà, l'interaction en machine, ça ouvre vers, bien évidemment, l'intelligence artificielle, mais on y va doucement, hein, je vous propose, parce que là, on a déjà une belle plongée dans l'acte créatif propre du mathématicien. Et quand on voit apparaître des notions comme théorie des topos, la substance topos, eh bien, je pense, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, peut-être que ce qu'on peut faire, Olivia, si tu es d'accord, c'est de prendre un petit moment pour nous donner une idée, peut-être intuitive, de qu'est-ce que c'est qu'un topos. Il faut juste allumer, voilà, comme ça, voilà. Éventuellement, si tu as besoin de ton transparent, tu nous dis, et la régie va
mettre les transparents. Donc, Oui. qu'est-ce que c'est qu'un topos? Alors, un topos est une notion très générale d'espace. Donc, comme Alain l'a rappelé, ça va au-delà des espaces topologiques au sens ordinaire. Donc, c'est un élargissement considérable de la notion d'espace qui permet, en fait, de penser géométriquement dans tout un tas de situations les plus diverses en mathématiques. Donc, ça sert en particulier pour engendrer et identifier des connexions, parfois très profondes, entre des domaines à l'apparence éloignée des mathématiques. Donc, en fait, le développement des techniques pour construire des ponts, ça a été en fait ma préoccupation principale de recherche depuis le temps de ma thèse de doctorat. Et donc, cette dynamique d'unification qu'on a dans la théorie des topos est bien évidemment particulièrement intéressante comme modèle de générativité et pas seulement, je dirais, de véritable créativité en mathématiques, mais pas seulement, parce que cette dynamique d'articulation entre unité et diversité, bien sûr, on la retrouve aussi en musique. Et donc, à ce propos, je voudrais effectivement projeter un transparent qui éclaire en fait. On va voir si, oui, si on va le trouver, ou sinon je peux le faire moi-même à partir du coup de Oliva Caramello. Voilà, comme ça on a l'offre. Voilà. Voilà, donc ici, je parle de beauté, qui est en fait une caractéristique essentielle de toute activité artistique, notamment la musique. Donc, si on réfléchit à la question de la beauté, on se rend compte que la beauté naît toujours d'un équilibre assez délicat entre unité et diversité. Alors pensons à ce qui se passe en musique. Donc, si un morceau musical ne comportait aucune régularité, c'est-à-dire aucun élément invariant, elle nous apparaîtrait comme, disons, ce morceau nous apparaîtrait comme chaotique, disons, privé de sens, pas intéressant. Et par contre, à l'autre extrême, si en fait il y a trop de régularité ou de répétition sans un véritable travail de variation, là aussi c'est pas intéressant parce que c'est monotone. Du coup, vous voyez que en fait, il faut trouver un équilibre très délicat entre ces deux dimensions. Et en fait, dans les topos, ce qu'il se passe, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les topos codent des formes d'unité abstraites en mathématiques qui peuvent engendrer une pluralité de formes quand on les déploie à travers différentes présentations. Donc, un modèle musical de ça, c'est la forme des thèmes et variations. Donc là, le thème représente une abstraction, une unité, qui se déploie dans différentes formes plus concrètes, typiquement les variations qui peuvent concerner différents aspects. Pensez le rythme, la dynamique, les instruments, etc. En fait, vous voyez que la beauté réside toujours dans cet équilibre entre la dimension de unité, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose à laquelle on puisse s'accrocher, qu'on puisse quand même comprendre d'une certaine façon, mais on a besoin aussi qu'il y ait suffisamment de variation par rapport à cette unité pour que les choses deviennent intéressantes. Et donc le concept, je dirais philosophique qui code tout ça, c'est le concept de pont. Donc les ponts engendrés par les invariants. Donc c'est un concept qui m'a été inspiré par en fait les travaux mathématiques fondés sur les topos, mais qui a un sens beaucoup plus en général, en musique en particulier. D'ailleurs, je signale qu'il y a un autre concept clé de Grothendieck qui est le concept de motif. Et là aussi, en fait, l'inspiration musicale est immédiate et en fait, c'est assumé chez Grothendieck. Donc, en fait, donc l'idée de motif, c'est justement assez lié aussi à cette thématique de l'universel et de la diversité. Donc, un motif serait un objet universel qui, en fait, engendrerait une pluralité des formes par déformation d'une forme universelle, justement. Voilà, et ça a été suggéré
suggérait à Grothendieck, disons, suggérait, bien sûr, c'est des motifs, des questions techniques en mathématiques qui l'ont poussé à introduire cette notion. Et par contre, pour le choix du nom, et c'est la musique qui l'a inspiré. Voilà, et quand même le choix des mots chez Grothendieck était très important. Donc, voilà. Donc là, voilà, je pense qu'on a une intuition au moins de cette souplesse de la notion de topos, des ponts, etc. Je propose qu'avant de continuer, Alain, si tu es d'accord, est-ce qu'on pourrait écouter les zéros de la fonction de Riemann? Non, pas les zéros. Ce qu'on va écouter, je veux bien faire écouter quelque chose. Ce qu'on va écouter, c'est là une composition purement mathématique qui va donner une musique, et on va voir une vidéo en même temps, et cette vidéo va nous donner, à la fin de la vidéo, on verra les nombres premiers, tous les nombres premiers entre 1 et 3600. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. La vidéo dure 2 minutes et demie. Et c'est une vidéo qui est composée, et si vous voulez, la musique est composée mathématiquement. Donc, la musique, pour composer la musique, il fallait que je trouve pour chaque nombre premier une signature musicale. Je l'ai trouvé en écrivant le développement en fraction continue de la valeur de la racine du nombre premier dans la gamme qui est donnée par les puissances du nombre si vous voulez, qui est à la base de la musique, qui est la racine 12e de 2, qui vaut presque la racine 19e de 3. Donc on va écouter cette musique. Voilà, on peut y aller. Théo, tu peux y aller. Ça, c'est les multiples de 7 qui descendent. Maintenant, c'est les multiples de 11 qui descendent. On peut mettre un peu plus fort, Théo, même. Ça, c'est les multiples de 17. Tous les nombres qui sont en bas ne sont pas premiers. Le rythme s'accélère un peu. Ça, c'est un multiple de 41 qui descend. De moins en moins qui descendent, ça c'est le multiple de 47. Le multiple de 53, il n'y en a plus que 4. 59, il n'y en aura plus que 2, ce seront les derniers qui vont descendre. Il y en a 2 là qui descendent. Tous les nombres qui sont en haut sont les nombres premiers entre 1 et 3600. Se passe. Il ne reste en haut que les nombres premiers entre 1 et 3600, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène.
Donc ce que vous avez vu, c'est chaque fois qu'il y avait un nouveau nombre premier qui était plus petit que 60, parce qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà, on faisait descendre tous ces multiples. Alors il faut que je vous raconte qu'une fois j'avais montré cette vidéo à une dame qui s'occupait d'organiser des spectacles. Et je lui avais dit, ce serait bien qu'il y ait un spectacle de danse. Elle m'avait dit, combien faut-il de danseuses? Donc effectivement, au départ, on a fait descendre tous les multiples de 2, de 3 et de 5, parce que bon, ça, c'est pas intéressant, d'accord? Mais il faut quand même environ 400 danseuses, donc ça fait beaucoup. D'accord? Voilà. Mais je me rappelle à l'époque, quand tu avais composé ça, c'était le moment où tu écrivais justement cet article pour le Journal of Mathematics and Music. Absolument. Motif, rythme. Donc, absolument. Rythme. Hein, oui, bien sûr. Mais ça, c'était pour les rythmes. C'est-à-dire que ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais fait des rythmes à la Messiaen à partir des zéros des fonctions de zeta sur les corps de fonctions. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on va oublier ça. D'accord. Okay. J'ai une question, si je peux. Oui. Voilà, donc... Quand la séquence commence, et avant que les nombres commencent à descendre, il y a déjà une musique. Donc il y a une structure de base, et c'est quoi? Non, c'est la musique de 7 qui commence. Ça commence par la musique de 7. Et après, ça continue. Et ces musiques sont calculées, disons que ça me donnait 5 notes par chaque nombre premier. Après, à l'oreille, il fallait que je trouve une tonalité correspondante. Il n'y en avait pas du tout a priori, puisque c'est des notes qui sont calculées mathématiquement. Et après, il fallait faire des arpèges pour que ça sonne un peu. C'est tout, quoi, je veux dire. C'est pas... Ok, donc les projets est différent de celui que tu avais fait sous les rythmes, vraiment. Oui, bien sûr. Le projet est très différent de celui des rythmes. Le rythme, l'idée, c'était d'essayer de voir si, avec l'oreille, on arrive à trouver des propriétés mathématiques. Mais là c'est autre chose. Hein, je veux dire. Bon, voilà. Très bien. Donc, c'est quand même un exemple des... Voilà, l'acte créatif, hein, donc on est dans la... C'est pas vraiment créatif, là. Je veux dire, là, c'est vraiment les mathématiques qui aident. Oui, qui sont un outil. Oui, c'est d'accord. Oui. C'est là peut-être qu'on peut se poser la question. Est-ce que la créativité, qui provient, ou qui est guidée, ou qui est soutenue par une démarche mathématique, est-ce qu'on a le droit de la nommer, créativité? Qu'est-ce que c'est que la créativité? Et qu'est-ce que la co-créativité? Peut-être, si je peux me permettre de solliciter notre neuroscientifique pour déjà avoir un premier aperçu sur la créativité vue par une neuroscientifique. Oui, donc alors, comme la présidente de la Société de la neuroscience des créativités, je dois avoir une définition, mais bien sûr, c'est difficile. Je dirais que dans les neurosciences, on utilise la définition qu'on peut regarder la créativité dans 3 catégories. Il y a la personne qui est créative et on peut regarder ce qui se passe dans le cerveau ou ce qui est différent dans les cerveaux des gens qui sont ultra créatifs. Puis, il y a le produit lui-même. Alors, comment est-ce qu'on évalue un produit? Est-ce que c'est créatif ici? Et alors, là, il y a la culture et l'évaluation qui a une très grande influence sur ce qu'on nomme comme un produit créatif. Ou puis, quels sont les processus qui font partie de la créativité. Et c'est dans cette dernière catégorie où la majorité des neurosciences se font. Et donc, on peut... et par rapport à la musique, peut-être c'est la même chose pour les mathématiques, je ne sais pas, mais par rapport à la musique, on peut regarder l'improvisation comme la génération de la créativité musicale spontanée et dans le moment. Et donc, on peut utiliser les outils qu'on a de voir ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un fait des improvisations en temps réel. Ou on peut regarder ce qui se passe quand quelqu'un compose la musique ou même peut-être interprète la musique
mais c'est plus difficile d'avoir que les gens on agree. Qui sont d'accord. Qu'ils sont d'accord que ça c'est créatif. Alors, et je peux parler de plus si vous êtes intéressé de ce qui se passe dans le cerveau quand les gens improvisent avec la musique. On sait assez beaucoup sur ça et sur les réseaux du cerveau qui sont impliqués. Mais voilà, c'est difficile et donc on prend le problème et on la sépare en des parties. Et je ne sais pas si après ça a une validité réelle, mais c'est comment on le fait. Je pense que Alain, tu voulais réagir j'ai un micro. par rapport à l'improvisation, c'est ça? Ce qui m'embête là-dedans, c'est que, par définition, l'improvisation, on ne peut pas la solliciter. Donc, si on va mesurer le cerveau de quelqu'un et lui demander d'improviser, c'est contradictoire. Non, mais bien sûr, on peut parce qu'il y a des gens qui font le jazz, qui doivent improviser. D'accord. Dans le jazz, oui. Alors, la plupart du temps, c'est des musiciens de jazz. Ah, d'accord. Et donc, on peut dire que, peut-être leur cerveau est différent que les autres musiciens. D'accord. Et non, oui, mais on le jazz, voit c'est vrai que pour le jazz, ça marche. Mais comment on fait pour leur mesurer le cerveau quand ils improvisent? Mais oui, on peut, parce qu'on peut les mettre dans le IRM. Oui, mais s'ils sont dans l'IRM, ils vont improviser. Oui, il y a une piano, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des pianos qui sont faits pour être dans le IRM. On peut aussi mettre maintenant les mesures de forcément de EEG. Oui, d'accord. Électroencéphalogramme, et on peut le voir en temps réel. D'accord. Et puis, après ça, on peut aussi comparer quand les gens qui n'ont pas d'habitude à improviser, par exemple les musiciens classiques, les pianistes classiques, s'ils ont du training dans le baroque, peut-être ils improvisent et ils ont d'habitude d'improviser dans la mode baroque, mais les musiciens classiques n'ont pas d'habitude, mais on peut les entraîner et on peut voir ce qui change dans le cerveau. Ben alors attends, c'est quelle partie du cerveau qui s'éclaire? Alors c'est pas des parties, c'est des réseaux. Maintenant on parle des réseaux parce que les parties du cerveau ne sont pas des îles, ils sont des réseaux. Connectés, oui. Et donc ce qu'on voit, il y a 3 réseaux fondamentaux du cerveau qui sont impliqués dans la créativité. La première, c'est le réseau qui on appelle la contrôle exécutif. Donc c'est la partie frontale et ça c'est ce qu'on utilise quand on fait des évaluations, qu'on est très concentré. Et on voit que les musiciens classiques qui n'ont pas d'habitude d'improviser, ils utilisent beaucoup ce réseau. Les improvisateurs jazz, par exemple, c'est l'opposé. Ils utilisent moins le réseau frontal. D'accord. Et plus le réseau qu'on appelle le défaut. C'est pas le défaut. C'est ce qu'on fait quand on est demandé de faire rien et quand on fait rien, on pense beaucoup. Donc on a des ruminations, des anxiétés, mais aussi de l'imagination. D'accord. Et les musiciens jazz, ils apprennent à diminuer le front, et la partie frontale, et puis à élever les parties plus sensorielles et plus associées avec leurs émotions et tout ça. Mais il y a un troisième réseau, le réseau du science. Et ça, c'est le réseau qui nous montre ce qui est important à nous. Disons, si maintenant il y avait une alarme, notre réseau du science nous permettra de sortir, de partir.
Mais et c'est le réseau de surveillance qui fait le switch entre les réseaux. D'accord. Et ce qu'on voit avec l'entraînement de l'improvisation, on voit que le réseau de science a plus de pouvoir à faire le switch volontairement. Pour nous qui n'improvisent pas beaucoup, c'est difficile de faire le switch entre les deux réseaux. Mais pour les grands improvisateurs, ils ont appris de le faire très facilement. En fait, ça veut dire la capacité de sélectionner des choses qui sont pertinentes et dans les choix des possibles, dans la combinatoire qui peut exploser. Et de changer de réseau comme ça, des pensées délibérées, de pensées très concentrées, aux pensées qui sont plutôt mind-wandering, spontanées, associatives, où on peut avoir des idées nouvelles. Ok. Bon, Gérard, je pense que ce qui peut être intéressant, du coup, parce que tu as travaillé avec des improvisateurs, du coup, pas que des improvisateurs jazz, et donc cette notion peut-être des modèles mathématiques qui peut être un point de départ, ou une idée, ou une image mentale qui, après, peut se retrouver dans une forme de créativité liée à l'improvisation. En fait, comment est-ce que donc, du coup, la machine arrive peut-être à capturer ça et à construire un modèle computationnel à partir de ça? Est-ce que c'est possible? Alors, dans mon équipe qui fait de l'informatique musicale, on est dans des préoccupations qui sont un peu au croisement, finalement, des trois choses dont on a parlé là. Notamment ce que vous avez dit sur les topos avec l'idée de création de formes, de multitude de formes qui peut se trouver à l'intérieur d'un topos. Et ce que vous avez dit qui évoque pour moi la théorie de l'information, c'est-à-dire qu'une séquence musicale peut être plus ou moins chaotique ou répétitive. On pourrait dire aussi compressible, plus ou moins compressible ou pas compressible. Et ça, ce sont pour nous en fait des outils véritablement opérationnels de calcul qu'on peut utiliser vraiment dans le calcul pour faire des modèles. En fait, pour être clair, on essaie de faire des improvisateurs artificiels, c'est-à-dire des programmes qui sont capables d'interagir avec des musiciens d'une manière qui puisse intéresser le musicien, c'est-à-dire qu'ils ne les jettent pas tout de suite et ils se disent, surtout si c'est des improvisateurs professionnels de jazz ou de free jazz ou de ce qu'on appelle l'improvisation contemporaine qui n'est pas forcément liée au jazz mais qui est une improvisation libre, que ces musiciens humains en fait puissent trouver un intérêt créatif pour eux à interagir avec ces machines. Et le rapport avec ce que vous avez dit, vous, c'est très important parce que dans ces modèles, finalement, on va essayer de simuler chacune des trois caractéristiques dont vous avez parlé, avec des taux de succès relatifs, hein, parce que c'est très compliqué. Mais notamment le tout dernier, que vous appelez la salience, pour nous c'est un défi, c'est vraiment la chose qu'on essaie d'atteindre maintenant, mais qu'on n'a pas encore atteinte, et que nous on appelle dans les modèles artificiels la self-motivation, c'est-à-dire le fait que le modèle puisse en fait prendre la décision de s'intéresser à tel ou tel aspect de l'environnement sonore, et ensuite puisse prendre la décision de jouer ou pas, et d'interagir avec tel ou tel aspect, et donc faire ces choix-là. C'est la frontière, la nouvelle frontière, dans le sens qu'on n'a pas atteinte, on ne sait pas faire ça, et c'est ça qu'on cherche. Le reste, on commence à voir des modèles qui sont pas mal. Alors, je m'excuse pour la redite, pour les gens qui m'ont entendu ce matin, parce qu'en fait, j'ai parlé un petit peu de ça déjà ce matin, mais je vais le redire rapidement. Au tout début, avec Moreno, avec Carlos, avec tous les gens de l'équipe, on faisait plutôt des programmes de composition. Et donc là, on était plus proche vraiment des mathématiques, au sens des modèles, des structures algébriques, des structures géométriques, dans le sens où la composition, ça consiste effectivement à essayer de construire des espaces, d'une certaine manière, mais tranquillement, qu'on peut ensuite parcourir au rythme qu'on désire. On n'est pas pris par l'urgence de la scène, et du temps réel, et de ce qu'on appelle le live, d'accord ? À partir d'un certain moment, on a commencé... Alors, on faisait donc ces programmes qui étaient des algorithmes. Ces algorithmes avaient une caractéristique, ils pouvaient être plus ou moins génératifs. Donc un algorithme qui est plus génératif qu'un autre algorithme, c'est un algorithme qui commence à prendre des décisions de telle sorte que vous commencez à avoir du mal à prédire en fait son comportement, parce qu'il intègre des éléments stochastiques, parce qu'il intègre des éléments qui viennent de l'environnement qu'on ne connaît pas a priori. Et donc ces algorithmes de plus en plus génératifs, dans la littérature, dans le monde académique, ont commencé à, je parle d'une dizaine, une quinzaine d'années, à voir apparaître l'expression créativité artificielle.
Vous vous rappelez de ça, hein? C'est un peu passé de mode d'ailleurs, mais on parlait de ça, parce que les gens se demandaient, mais quand même, ces algorithmes, quelquefois ils produisent des musiques qui sont surprenantes, ça c'est pas forcément très difficile d'être surprenant, sont riches, qui ont une certaine complexité, et qui sont porteuses de certaines valeurs, dans le sens où, pour les musiciens, c'est intéressant. Si on questionne les musiciens, oui, ça les intéresse, ils sont prêts à s'en emparer pour les intégrer dans leur propre composition, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc, ça se situe, effectivement, à ce point qui est entre le chaos et l'organisation. Donc, les musiciens disaient, ah bah ouais, c'est assez créatif, et on a commencé à faire des études sur la créativité artificielle, comment les algorithmes peuvent devenir créatifs, etc. Bon, moi, ça m'a toujours gêné, ce fait de qualifier un algorithme de créatif. Et justement, ça m'a beaucoup éclairé, ce que vous disiez sur la distinction entre le sujet, le produit et les process. L'algorithme, lui, n'est pas un sujet, c'est-à-dire qu'il est peut-être créatif, mais il ne se saisit pas lui-même de sa créativité par une conscience réflexive, donc c'est un peu délicat de dire ça. Alors le produit, peut-être, oui, que c'est réfléchi. Et les process, on voit véritablement des process créatifs. Mais on a fait un pas de plus en se disant, en réalité, ce qui devient véritablement créatif, crée des formes intéressantes pour les musiciens, hein, c'est le moment où ces systèmes informatiques, qu'on va appeler des agents, entrent en interaction avec les musiciens humains, ou entrent en interaction avec d'autres agents. Et c'est là qu'on s'est dit, mais au fond, c'est peut-être dans l'interaction que réside véritablement l'intérêt créatif, la créativité. C'est pour ça qu'on a appelé ça co-créativité, parce que ça indiquait le fait qu'il fallait plusieurs termes, simplement. Et donc, parce que c'est un système complexe, parce que tous les agents qui sont en interaction dans un collectif qui joue sont à la fois en position d'écouteurs, d'apprenants qui font de l'apprentissage. Alors c'est du machine learning, où c'est des humains qui apprennent d'autres humains, et ils sont producteurs, ils jouent. Donc ça crée des boucles de feedback, c'est pas feedback en français, de rétroaction, pardon. Ça crée tout un ensemble de boucles de rétroaction croisées qui créent en fait une situation qui monte très vite en fait aux extrêmes d'une certaine manière. Et là il y a des formes, c'est très non linéaire, il y a des formes qui apparaissent, qui disparaissent. Ça peut être intéressant ou pas, mais quelquefois c'est effectivement un peu stupéfiant. Et ça a un intérêt musical. Alors on est allé dans cette direction. On est allé dans la direction de créer, plutôt que d'essayer de faire des algorithmes créatifs, ce qui finalement pour moi ne voulait pas dire grand-chose, de créer des situations co-créatives où on pouvait piloter l'interaction entre divers agents. Voilà, ça c'est le grand schéma. Alors on a fait plusieurs programmes qui font ça, et peut-être c'est le moment d'écouter. Alors on va passer une petite séquence, elle fait la même durée que la vôtre, Alain. Qui est en fait une réduction d'un concert qu'on a fait à l'IRCAM en décembre. Vous verrez sur scène 2 musiciens, c'est vrai, une pianiste et un percussionniste, et tout le reste, tout ce que vous entendez qui n'est pas eux, c'est le programme qui le fait et qui le crée en temps réel par l'écoute des musiciens, mais principalement de la pianiste. C'est ce qu'on appelle un système music to music, c'est-à-dire que c'est un système d'IA qui prend en entrée un signal musical qui est l'environnement et le transforme en créant une sorte de réponse comme un contrepoint permanent par rapport à ce que font les musiciens, avec toutes sortes de sons, et notamment des sons de voix humaine, des sons de saxophone, et aussi une partie qui n'est pas des sons, mais le fait de piloter un piano mécanique. Donc en fait, il y a un vrai piano et il y a un piano mécanique qui fait aussi partie du processus et qui est complètement génératif. Alors on peut, Théo, si vous voulez bien lancer la séquence.
Merci Théo, je vais arrêter. Oui, donc Boulez Reloaded. Hein. Là, c'était. C'est un hommage à Boulez. Donc, et on aura pu reconnaître, peut-être vous l'avez reconnu Alain, la première sonate de Boulez, et le matériau, qui est le matériau qu'utilise l'algorithme pour piloter le piano mécanique. Il la joue pas littéralement, mais c'est le voilà. D'accord. Donc là, il faut le nourrir, hein, l'algorithme avec un matériau. Et là, peut-être, on peut faire un point avec ce qu'on avait vu. Non, je pensais plutôt à la créativité, on sort des les grandes catégories de la théorie de créativité. Je pense à Boden avec la créativité exploratoire ou combinatoire, exploratoire et éventuellement transformationnelle pour vraiment changer les règles du jeu. Donc là, le regard des neurosciences par rapport à ça, ça serait, est-ce que ces catégories de créativité que Boden avait postulées il y a quelques années restent d'actualité, ou est-ce que ces types d'approches détruisent un petit peu les frontières justement entre exploratoire, combinatoire et transformationnel? Non, bien sûr, ces catégories existent et sont importantes et on a fait beaucoup de recherches par rapport à eux. Mais ce qu'on trouve maintenant est que la personne, dans son processus créatif, ne distingue pas lui-même ou elle-même ces catégories c'est itératif. Donc, il y avait une fois qu'on a pensé, OK, premièrement, il faut se préparer, et puis après ça, avoir une période d'incubation, et puis après ça, une bonne idée vient, c'est l'illumination, et puis après ça, il faut vérifier. Mais ce qu'on voit, c'est que normalement, peut-être on prépare, mais puis on a une idée déjà, alors il y a une itération des processus, des catégories qui est plus chaotique, qui n'est pas si organisé qu'on pense. Mais je veux juste aussi dire que quand on a commencé à étudier l'improvisation du jazz dans le IRM, c'était très difficile si on a demandé à la personne de juste improviser ou même, voilà, une chanson, est-ce que vous pouvez le faire? Mais on a réussi quand on a commencé à faire des conversations entre la personne dans la machine et les expérimenteurs en temps réel. Par exemple, ils faisaient les trading force. Alors, et c'était ça qui était très très important pour initier les pensées créatives dans la personne qu'on a. Alors, c'est juste, je crois que on le voit dans les personnes, non pas seulement dans le IA. Oui, Alain, Oui, non, je crois que j'ai un micro, oui. Oui. Ça, c'est pour la salle, éventuellement. Je vais essayer de prendre le contre-pied. Oui. Et pratiquement, c'est aussi le contre-pied du morceau que j'ai montré, d'accord? Et je vais essayer de défendre la thèse suivante. Ma thèse, c'est que une des propriétés essentielles de la musique, et donc de l'improvisation, c'est de laisser parler l'inconscient et de communiquer d'inconscient à inconscient. Et je vais faire écouter, mais on le verra tout à l'heure, un morceau que j'ai improvisé. Et je l'ai improvisé dans une circonstance très grave, qui était que nous avions un ami très cher, que nous avions été voir à Gustave Roussy. Et l'émotion de la visite m'avait chargé suffisamment pour que, quand on est rentré, je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre au piano et d'improviser. Donc ça, c'est totalement différent, au sens où c'est quelque chose de spontané, et je pense que ça vient directement de l'inconscient. Alors je ne sais pas quelle est la valeur musicale. On peut mettre l'audio, Théo.
Théo va mettre l'audio. Non, il va le faire, je veux dire. Voilà. Donc c'est une improvisation, hein, donc il faut, au niveau de la qualité de ça, c'est pas quelque chose de technique, hein, c'est uniquement quelque chose qui reflète une pensée qui, je pense, vient directement de l'inconscient. Voilà, une sorte de puissance émotionnelle. Je ne résiste pas à la tentation de te poser la question, est-ce qu'il y a du topos dans cet inconscient? Non. Ça, si tu veux, c'est quelque chose qui est purement émotionnel. Et je pense qu'on en a besoin. On en a besoin parce qu'il y a quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose qui est très difficile à définir. Et en fait, je veux dire, cet ami qu'on avait était un grand pianiste. Il jouait la quatrième ballade de Chopin. Et je me souviens d'avoir écouté une interview avec c'était un musicologue canadien. Et l'intervieweur voulait absolument lui faire dire que Chopin était inspiré par un poète polonais. Et bon, et le musicologue canadien disait non, absolument pas. C'était pas parce qu'il avait une inspiration à partir d'un poème ou un truc comme ça. Non, c'était une inspiration qui venait de la vie, c'est tout. Voilà. Non, je dis ça parce que voilà, l'un de tes ouvrages récents, Topos de l'inconscient, fait un lien aussi. Non, ça a à voir avec l'inconscient, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on parle de mathématiques et de musique, mais il y a cet aspect-là de la musique qui, je pense, est irréductible, et quelque chose de fondamental chez nous, et qui est justement notre inconscient, et qui est très très difficile à comprendre, bien sûr. Oui, sauf que effectivement, donc les topos, d'une certaine façon, on peut dire aussi qu'ils modélisent l'inconscient, au sens que quand on construit un topos à partir d'un site, ce qu'on fait essentiellement, c'est d'engendrer l'espace des possibilités qui sont implicites dans le site, mais pas encore explicites. Donc, vous voyez que là, on touche quand même à quelque chose de fondamental parce qu'il y a ce rapport entre réel et imaginaire ou réel et virtuel. Et donc, ce qui est explicite et ce qui, en revanche, est caché. Voilà. Donc, là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose que les mathématiques pourraient vraiment apporter aux analyses des processus de créativité.
Et si je peux faire aussi un commentaire par rapport à votre propos sur la co-créativité, je pense que ça va devenir de plus en plus important de cette démarche, parce que en fait aujourd'hui, si on pense à l'IA, pas seulement pour les applications en musique, mais en général, on va avoir une puissance générative gigantesque et par contre on se retrouve avec le problème de choisir, le problème de sélectionner, le problème de trier. Et là, il va falloir identifier des critères de beauté, des critères d'intérêt. Alors, je crois que par rapport, par exemple, à la formalisation de certaines formes de beauté, il y a des travaux qui sont faits, disons, en utilisant les mathématiques, la physique. Par exemple, je crois qu'il y a cette chaire à l'école polytechnique Econophysics qui mène des travaux justement dans ce sens-là, d'essayer d'identifier au moins quelques aspects techniques qui seraient associés à une perception de beauté. Voilà, donc en tout cas, il me semble que le futur se jouera beaucoup dans cette dynamique de dualité entre engendrement et tri de ce qu'on engendre. Voilà. Intéressant, oui, Gérard. Oui, c'est très intéressant de réintroduire l'inconscient dans toute cette discussion. Et ce que vous dites, ça me rappelle une chose un peu ancienne, c'est que Lacan était obsédé par la topologie. Le psychanalyste Lacan était obsédé par la topologie. Alors peut-être que vous ne trouverez pas ça sérieux aujourd'hui. Non, mais non, j'ai écrit un livre avec un psychanalyste. Sur Lacan ? Bien sûr, j'ai écrit un livre avec un psychanalyste qui s'appelle Patrick Gauthier-Lafaille. Et moi, avant, j'étais un critique très acerbe de Lacan. Et un jour, il m'a envoyé donc c'était un ami qu'on a rencontré à Cerisy, et un jour, il m'a envoyé un message mail dans lequel il y avait un rectangle avec des symboles sur le rectangle, et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de ce... » sans me dire quoi que ce soit, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de ce rectangle ?» Et alors, moi, au bout de 2 jours, j'ai dit « Écoute, j'en pense rien de ton rectangle. » Attendez. Puis alors, la nuit suivante, après lui avoir envoyé le message, j'ai dit « Ah !» Peut-être que ton rectangle a un sens si on utilise la logique intuitionniste. Et alors là, il m'a dit, mais ce rectangle, il est bien connu, c'est le rectangle de la sexuation de Lacan. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu lui expliquer ce que c'était que la logique intuitionniste et donc les topos. Je lui ai expliqué ce que c'était que les topos, et pour lui expliquer ce que c'était que les topos, je lui ai dit ce que font les topos par rapport à la géométrie ordinaire, c'est que quand on s'occupe d'un topos, quand on s'occupe d'un espace, au lieu de regarder l'espace et essayer de le comprendre, c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait de la théorie des ensembles à paramètres dans l'espace. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met l'espace dans les coulisses, on regarde la théorie des ensembles qui dépend d'un paramètre, et on regarde les petites nuances qui se produisent par rapport à la théorie des ensembles ordinaires. Et je lui ai dit, une manière d'expliciter ce que je viens de dire, c'est qu'on ne regarde pas l'espace, on l'écoute. On le met dans les coulisses et on l'écoute. Mais il m'a dit, mais moi je suis psychanalyste, c'est ce que je fais tous les jours. Et à partir de ce moment-là, on a écrit un livre dans lequel on a émis l'hypothèse que l'inconscient est non pas seulement structuré comme un langage, ce que disait Lacan, mais qu'il est structuré comme un topos. Et l'avantage énorme, c'est que comme Lacan s'intéressait à la topologie, il sentait qu'il fallait du topos, mais il n'avait pas les mathématiques. Il n'avait pas les termes. Il est allé jusqu'à la théorie des nœuds, la théorie des nœuds et toutes ces choses. Et en fait, on est en train d'écrire un autre livre qu'on a presque fini maintenant, et qui est un peu la continuation de ça. Donc on a une idée, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous a un topos de l'inconscient, d'accord ? Que ces topos se parlent avec des morphismes géométriques, qu'il y a des topos classifiants, bien sûr, etc., comme les mythes et tout ça. Donc il y a et il y a un séminaire qui s'est organisé autour d'un psychanalyste de l'école polytechnique, et ça fait 2 ans que ça marche, et ça fait 2 ans qu'on essaye d'expliquer ce que sont les topos aux psychanalystes. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, parce que c'est une notion mathématique qui est quand même très élaborée. Et donc, on ne veut pas les transformer en mathématiciens non plus.
Donc, c'est pas facile. Alors, c'est tout à fait passionnant parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que la musique vienne de quelque chose. Et c'est pas l'inconscient qui m'est venu en tête, c'est le sujet. Il faut que ça vienne. D'accord. Alors, moi, le sujet, l'inconscient. Il faut que ça, il faut que ça vienne d'un sujet. Et là, tout à coup, quand je me suis dit ça, j'ai eu un vertige parce que ça m'a rappelé toutes les théories du sujet qui étaient en vogue dans les années 70. J'ai commencé à relire Lacan et j'ai commencé à relire Deleuze et ça m'a éclairé sur un point. C'est que toujours avec cette question de co-créativité. Quand je dis que finalement il faut aller chercher la créativité de manière délocalisée et d'une certaine manière délocalisée par rapport au sujet et donc dans cet espace interstitiel d'interaction, et bien finalement ça évoque ces théories parce que aussi bien chez Lacan que chez Deleuze, il y avait une sorte de ce qui mettait en avant, c'est un décentrement du sujet, différent. Alors Lacan, c'était l'autre, mais Deleuze, c'était de dire, le sujet, c'est pas nous comme point central, c'est un dispositif, c'est une machine. Mais c'est vrai. Et alors là, je me retrouve plus proche de ce que c'est exactement ça. Alors ça me confortait, ça me confortait évidemment. Mais c'est vrai, ça, on est tout à fait d'accord. Et l'avantage, quand vous avez la machine, c'est que la machine a la structure. Et qu'on n'a pas à se préoccuper de la structure. On a à s'occuper que de ce qui est au-delà de la structure. Ça, c'est vachement important, en fait. Et c'est un langage. Et c'est un langage, oui. Mais attention, parce que je me souviens d'avoir lu dans le livre récent de Stanislas Dehaene que la musique n'est pas un langage. Et que donc dans le cerveau, ce qui se passe, c'est pas dans l'ère du langage, c'est dans l'ère de la géométrie. Bon. Alors ça, mais attention, parce que les topos se permettent de faire des ponts entre logique et géométrie, et du coup, les dimensions communiquent en fait. Ça serait parfait pour, je veux dire, dépasser la métaphore musique-langage pour aller vers une géométrisation. Bien sûr, c'est pas vrai, musique-langage, c'est pas vrai, parce que c'est une communication d'inconscient à inconscient, et la musique commence là où le langage s'arrête. Ça, je veux dire, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose qui est... Oui. Ou alors elle était avant. Non, mais elle était sans doute avant, mais ce que je veux dire, au niveau de la communication, elle commence là où le langage s'arrête. On peut pas communiquer un morceau de musique par le langage, on peut pas, c'est impossible. Est-ce que ça vous dirait d'ouvrir la table ronde au public pour avoir des réactions ou des questions là, on est parti dans la philosophie, donc on peut... Tu peux peut-être revenir. Juste en attendant que le micro lui est, le réseau Science, la node centrale, c'est où, à la frontière de l'inconscient et la conscience. D'accord. C'est où on devient conscient de ce qui se fait dans notre corps. C'est ça. Le système nerveux autonome, c'est là la node centrale. Et ben voilà. Et c'est ça qui fait la créativité. Oui, et c'est là, oui. C'est là que ça se passe, c'est sûr. Et on contrôle rien du tout. Salience network. Et on contrôle absolument pas là. On contrôle absolument pas. Ça se passe tout seul. Une question de la salle. Alors moi j'ai une question un peu bête qui est c'est quoi un topos? D'un point de vue mathématique, mais j'imagine qu'on ne va pas faire un cours de mathématiques, mais peut-être quelles sont les intuitions plus vite qu'on puisse répondre. Je peux dire en un mot. Un topos, c'est une théorie qui ressemble à la théorie des ensembles, extrêmement fort, mais qui n'est pas la théorie des ensembles. Et quel est l'ajout, la différence, quelle est l'intuition? L'exemple le plus simple, c'est on prend la théorie de deux ensembles. Si on prend la théorie d'un seul ensemble, on a ce qu'on appelle un classifiant des sous-objets qui est vrai ou faux. Quand on prend la théorie de deux ensembles, le couple, il y en a un qui dit c'est vrai, la femme dit c'est vrai. Le mec qui dit c'est vrai, la femme qui dit c'est faux. Ça, c'est une valeur intermédiaire. Le mec qui dit c'est faux, la femme dit c'est vrai. Tout ça, c'est des éléments de la logique du topos qui sont ni vrais ni faux, qui sont intermédiaires entre les deux. Un autre exemple d'un topos, c'est la théorie des ensembles, mais munie d'une transformation. On prend un ensemble avec une transformation qui le transforme à l'intérieur. Si on regarde la logique qui correspond à ce topos, dans cette logique-là, il y a le vrai, il y a le faux, et il y a le à 10 pas de la vérité, à 11 pas de la vérité, à 15 pas de la vérité, etc. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ce sont des exemples de théorie des ensembles où la plupart des propriétés ordinaires de la théorie des ensembles sont vraies,
mais dans laquelle la logique associée n'est plus la logique du tiers exclu. D'accord ? Alors, le b.a.-ba, c'est que si on prend un espace topologique ordinaire, il est associé à un topos. Le topos, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les faisceaux d'ensemble sur cet espace topologique. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un faisceau, etc. Tout ça, c'est après, il faut apprendre. Mais disons que la motivation, elle est claire. C'est que ça ouvre vers des myriades d'exemples, dont le site de la musique, je veux dire, qui n'existerait pas si on regardait seulement des espaces topologiques. Donc ça ouvre, ça nous donne un champ d'exploration qui est merveilleux. Oui, je dirais en fait qu'un topos se construit par un procédé de complétion. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les topos, techniquement, la définition, disons, donnée par Grothendieck, c'est un topos, c'est une catégorie qui peut se présenter comme la catégorie de tous les faisceaux sur un site donné. Donc là, vous voyez cette dynamique d'engendrement qui consiste à prendre tous les faisceaux possibles sur un site donné. Donc un site, c'est quelque chose qui décrit, disons, une géométrie d'une situation. Ben justement, ça exprime une certaine contingence. Et à partir de cette contingence, qu'on peut regarder comme concrète, on engendre un monde virtuel, un univers virtuel qui a sa propre logique, comme Alain justement l'a signalé. Il s'agit de logique qui découle de la géométrie du site, c'est-à-dire que c'est la géométrie à déterminer la logique, ce qui est extraordinaire. Ben oui. On n'est pas habitué à penser en ce terme-là, hein, pas du tout, parce qu'on nous formate dès l'école primaire avec le vrai et le faux, comme s'il n'y avait que cette binarité, disons, quand on fait de la logique. En fait, non, il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas qu'une logique, il y a plusieurs logiques qui correspondent à plusieurs géométries différentes. Donc voilà, les topos permettent de comprendre le passage de la géométrie à la logique et surtout de formaliser les processus d'engendrement de tout ce qui est possible à partir d'un noyau présenté sous forme succincte, esquissée, on pourrait dire, par un site. Hein, quand on crée un site, disons, on présente l'information dans une forme esquissée, et après, on peut se demander quel est l'espace des possibilités qui se déploie à partir de cette information. Et ça, c'est le topos qui le formalise. Il y avait une question. Bonjour, est-ce que vous pourriez recommander un ouvrage qui permettrait d'appréhender la notion de topos ? Ah ben, il y en a beaucoup d'ouvrages à différents niveaux. Écrit un, toi. Donc moi, oui, j'ai écrit des livres. Ça dépend de votre niveau en maths. Hein, ça, je suis... oui, ça dépend un peu de la préparation dont on dispose déjà. Parce que le problème de l'apprentissage de la théorie des topos, c'est que ça demande déjà d'avoir des préliminaires mathématiques d'un niveau assez élevé. C'est-à-dire que la théorie des topos est entièrement écrite en langage catégorique. Donc il faut déjà connaître un peu de ça, juste avoir une familiarité avec les notions de base de théorie des catégories. Mais au niveau de la maturité mathématique, quand même, disons, il faut quand même connaître un petit peu d'algèbre, un peu de topologie, parce que les topos ont été introduits pour dépasser le cadre trop restreint des espaces topologiques habituels. Donc, disons, c'est pas strictement nécessaire de savoir ce que c'est un espace topologique pour comprendre les topos, mais ça aide quand même beaucoup à les mettre en perspective et à comprendre leur niveau de généralité et d'importance. Donc voilà, il y a quand même un certain investissement à faire si on veut comprendre la théorie. Mais ton article avec Laurent, l'article que vous venez d'écrire. Le livre plutôt. Le livre. Ah oui, le livre. Oui, on a écrit un livre de 600 pages. Ils ont écrit un livre de 600 pages. Moi, je le recommande, ce livre. Oui, tout à fait ça. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre. Ça s'appelle Site et topos, une introduction. Voilà. Et ça, c'est sur Archive. On peut l'avoir oui. D'ailleurs, il est en accès libre. Hein, donc vous le téléchargez. C'est écrit en français. On est en train de faire aussi la traduction et d'ajouter d'autres chapitres. Il s'appelle Site et topos. Site et topos, une introduction. Oui, vous
vous le trouvez. Mais dans le livre avec le psychanalyste, on fait une introduction au topos aussi. Hein. Ah oui, c'est une très bonne introduction pour en fait des non-mathématiciens. Pour des non-mathématiciens. Ouais, en privilégiant justement, en mettant bien en évidence cet aspect logique, donc sur les valeurs des vérités. Voilà. Une chose que je pense devrait être étudiée par les politiciens. Absolument. Les gens, bah oui, parce que ça peut révolutionner complètement, mais je dirais la notion même de démocratie, c'est-à-dire l'améliorer, la rendre plus fine. C'est-à-dire, l'exemple qu'il faut prendre, c'est vous avez des politiciens qui sont là et qui vont discuter autour d'une table. Hein, ils vont discuter de quelque chose. Et alors, la réaction usuelle, c'est d'utiliser la logique du tiers exclu, c'est-à-dire celui-là il dit vrai, celui-là il dit faux. D'accord ? Mais en fait, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Et ce qui est absolument sidérant, c'est que Grothendieck, en 1972, a donné une conférence au CERN. Et dans cette conférence qui était intitulée « Allons-nous continuer à faire de la science ?» au CERN. À la fin de cette conférence, il y a quelqu'un qui lui pose une question, j'ai oublié la question, et Grothendieck lui répond, ça c'est incroyable, il lui répond « Mais les mathématiques n'ont pas le pouvoir de formaliser ce que c'est qu'une porte qui n'est ni ouverte ni fermée. » Alors que c'est lui qui a inventé les topos. Mais c'est paradoxal. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que moi aussi, j'ai demandé à des gens qui l'avaient connu s'il avait approfondi les conséquences. Mais il ne l'a jamais fait. Absolument pas. Ouais, et alors, ce qui est sidérant, c'est qu'il y a énormément de situations simples dans lesquelles les gens, par exemple, discutent est-ce que les 35 heures, c'est un succès ou pas ? Vous voyez bien que c'est une réponse où on ne peut pas dire oui ou non. Ça dépend de à quoi on l'applique. Si on l'applique aux hôpitaux, c'est un désastre. Si on l'applique, je ne sais pas, aux fonctionnaires, ça va. Donc on voit bien que essayer de donner une réponse par oui ou par non, c'est quelque chose de débile. Et que dans ce genre de situation, il faut trouver le topos et la logique intuitionniste qui s'applique à la situation en question. Ouais. Ah, c'est pas évident. Et ça passe à travers un travail de formalisation, préalable. Et donc de géométrisation aussi du débat, bien sûr. Donc il y a tout un travail de modélisation très raffiné à faire. Bien sûr. Préalablement ça, à toute discussion. C'est évident, parce que sinon, je veux dire, évidemment, quand on utilise de la logique du tiers exclu, personne ne peut s'entendre. Oui, c'est ça. Et en plus, ça déforme la pensée. Parce ça que, déforme par exemple, totalement la pensée. On doit aller voter pour un parti politique. Voilà. En fait, c'est une déformation de la pensée qui va dresser des murs, alors que, franchement, ça serait, avec ces nouveaux fondements toposiques, on pourrait plutôt construire un consensus. Bien sûr. Et en revanche, on se trouve aujourd'hui affecté par des conflits. Non, mais ça, c'est évident. Qui surgissent donc, notre civilisation fera un progrès quand elle aura intégré la notion de topos. C'est ça, absolument. Ça, c'est certain. Oui. Quand l'entièreté de l'humanité aura lu les 600 pages. Voilà, il faut d'abord passer par les 600 pages. Alors, on avait une petite question. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer de faire preuve de créativité en essayant de parcourir le spectre de ce qu'on a dit. Donc, la première chose, je suis pianiste également, mathématicien, physicien. D'accord. J'ai pu aller travailler avec la pianiste Maria João Pires, qui est la pianiste portugaise. Qui est extraordinaire. Hein. Je veux dire, quand elle est arrivée à un concert et qu'elle a vu qu'elle avait répété le mauvais concerto de Mozart et qu'elle a quand même joué, je veux dire, c'est génial. Quoi. Elle est vraiment géniale. Hein. D'accord, continue. Et encore, il faut discuter avec, c'est encore autre chose. Donc j'ai passé plusieurs jours au Portugal chez elle. D'accord. Et aussi Marta Argerich, qui est une pianiste aussi, qui a une profonde connexion à la création, mais qui refuse d'expliquer. C'est autre chose. Et d'ailleurs, on va parler de ça implique la notion du temps. J'aimerais donc faire ma petite chose créative. Alors, donc, voilà le parcours qui va me relier à la gamme, puisqu'avec Maria João Pires, on a parlé du temps, et elle m'a dit, en musique, on fabrique du temps par l'ordre des sons dans la gamme. Ce à quoi j'ai répondu, l'ordre crée du temps, Monsieur Cohn. C'est-à-dire, on a échangé là-dessus. D'accord. Voilà, sur les matrices aléatoires, etc. Enfin bon, elle n'est pas mathématicienne, mais on a discuté de ça. Et je lui ai présenté des travaux, justement, concernant une partition et le fait de la
faire une traduction, translation, voilà. Traduire un langage dans un autre. Alors je dis langage, je dis alors on va traduire ces non-commutativités en un langage. Donc qu'est-ce qui va transparaître dans l'air? On va transférer une géométrie d'émotion vers une géométrie physicienne. Bon. Ensuite, ça va faire sens tout ça, ça va nous amener à une question, mais j'essaie de créer quelque chose. Avant 6 heures. Oui, parce qu'on nous ferme la porte. Oui, c'est bon, continue. Voilà. Si ça, continue. J'aimerais, voilà. Et alors, donc j'en étais, je lui présentais mes travaux, je lui parle donc des invariants des minuteurs. C'est-à-dire, je lui ai dit, trouver une loi de la physique, a priori, c'est trouver un invariant universel. Donc la topologie physicienne, je dis topologie, mais bon, je vais rester... je vais enlever le mot parce que topos, vous êtes dedans. Donc, toposologie. Donc je lui dis, donc, qu'est-ce qui fait qu'on va traduire les invariants d'une partition vers un invariant des mouvements du corps transmis par un instrument, par des chocs. Et ces chocs vont contenir une information, un spectre. Donc là, on rentre dans une physique mathématicienne, puisqu'il y a de la Fourier là-dedans, il y a tout ça. Bon, et je lui parle ensuite d'un de mes travaux sur la fonction des états de Riemann, où je lui dis c'est associé à la musique. Comment ça? Ce sont des ondes dans un espace hyperbolique, c'est-à-dire des ondes logarithmiques. Et étonnamment, donc j'ai justement fourni un papier en 2025 à Sir Michael Berry, très gentil, sur le fait que ces objets-là sont des spirales logarithmiques, donc qui sont liées à de la dilatation. Donc l'opérateur des dilatations est celui qui va dilater les fréquences, justement, où on a cet espace-là, qui est une topologie particulière, qui ressemble... voilà sur quoi je suis arrivé en physique, vous allez voir, c'est-à-dire que ces ondes particulières, les états propres de l'opérateur Berry-Keating, que vous connaissez, j'imagine, sûrement, c'est sûr, je le sais, l'inversion de ces objets-là donne des objets stables par invariant de Noether, c'est-à-dire stables par rotation. Et alors à ce moment-là, c'est un invariant universel, cette spirale logarithmique, qui est une onde hyperbolique, donc dans une géométrie particulière, qui est hyperbolique, celle de l'espace-temps, générée par un potentiel inverse carré. En physique, c'est un trou noir. Et alors, connecter... il y a eu un papier sorti après par Eric Perlmutter de l'IHES, d'ailleurs, en septembre, qui dit une approche par les L-fonctions de l'espace antidecitaire. Donc c'est la topologie de l'espace-temps. Et c'était fou de discuter... vous pourrez... mais c'est fou de discuter de ces objets-là qui sont les rayonnements de la lumière au sein des atomes, d'aller vers les trous noirs en passant par la musique et le temps, les travaux de M. Kohn. Oui, je sais que pas. Mais ce qui était fascinant, c'est que Martha Argerich, pour compléter mon propos, dit la musique a fortement à voir avec le temps. Donc on peut penser à un flot modulaire, quelque chose qui arrête le temps. Elle dit le temps se dilate. Alors la dilatation est un peu un état d'esprit de la création qu'on va retrouver. Et pour terminer, pour vous, madame, parce que ça a à voir avec le temps. Voilà, je termine. Plus le temps. Oui, voilà, on a dilaté, mais j'essaie de créer. Excusez-moi, ça prend du temps. Et juste, je termine avec ça. C'est pour citer le jazz, Bill Evans, qui comparait le fait d'improviser avec un pinceau de l'art japonais, le sumie, où si on s'arrête, ça fait une tache. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter. Pour terminer sur cela, où Paul Valéry dit... Les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage et non point la station. L'homme en vif mouvement les emprunte et se sauve, mais qu'il insiste le moins du monde ce peu de temps, les rompt et tout s'en va dans les profondeurs. Alors, quel est le rapport à l'hésitation, au temps, à cette dilatation dans la création? Voilà. Est-ce que vous avez vu des choses avec ça? Alors, je passe le micro. C'est juste parce que la présidente, en fait, de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, peut-être elle va nous dire qu'on doit
on doit quitter la salle à 6 heures, c'est ça? Oui, donc nous devons quitter la salle à 6 heures. Donc je ne sais pas si on conclut maintenant ou si vous voulez encore laisser la parole 2 minutes à quelqu'un ou je ne sais pas. Mais... Sinon, peut-être que je conclus. Oui. Donc merci Moreno pour l'organisation de ces 2 jours. C'était vraiment fantastique. Tu as mis ensemble un programme extraordinaire, donc c'était vraiment un très beau moment partagé. Merci encore à Gaël qui a aussi co-organisé tout ça au nom de la Fondation. Merci à toutes les oratrices et orateurs, donc les participants et participantes de la table ronde. C'était très très intéressant. Tous les oratrices, tous les orateurs. Enfin voilà, je pense qu'on a passé vraiment 2 journées fantastiques. Merci à l'IHP, à Théo qui a été aux commandes tout le long, à tout le personnel de l'IHP qui est derrière et qui nous aide tout le temps. Donc voilà, et puis bon retour, bonne soirée et merci encore. Merci.